Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous serez là surtout. C'est pas très grave. Si vous n'êtes pas là, je vais de toute façon parler et vous regarderez cet IGTV plus tard ou sur YouTube. Je sais qu'on est en train de vous prévenir que je suis en direct. Ah bah voilà, bonjour Corinne. C'est toujours agréable, hein, je suis pas toute seule. Voilà le thème des enfants ce soir. J'espère que ça vous conviendra. Je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. C'est un sujet que je voulais aborder aussi avec une personne ce soir, mais elle s'est dédiée, mais c'est pas très grave. On refera un live ensemble. Et j'ai déjà abordé ce thème toute seule sur les enfants, et puis aussi je suis l'auteur de ce livre sur les enfants. Du coup, je vais certainement me baser aussi un petit peu dessus parce qu'il y a des thématiques qui sont intéressantes. Et ce soir, j'ai appelé le thème écouter nos enfants. Et donc écouter nos enfants, c'est évidemment écouter les petits, les grands, et puis écouter aussi ce qui se passe aussi dans notre enfant intérieur à travers nos enfants, parce qu'on est les accompagnants de ces enfants-là, mais on a aussi cet enfant intérieur qui est aussi en demande quelquefois. Donc c'est intéressant aussi d'avoir la double lecture de ce que l'enfant demande, en tout cas de ce que l'on perçoit de sa demande, et puis ce qui résonne aussi en nous et ce qui fait écho à notre propre enfant intérieur, parce que souvent c'est évidemment lié. Et du coup j'ai envie aussi d'ouvrir le live, mais je l'ai déjà fait cette lecture, mais j'aime bien le refaire, et de toute façon c'est toujours bien de le réécouter plusieurs fois. Khalil Gibran, le prophète, voilà, c'est un classique. Je crois que de mémoire, il a été écrit en 1923, mais je ne suis pas très sûre. Bonsoir Sylvie. Donc en fait, c'est en tout début, c'est tout au début de son livre, qui ne contient pas énormément de pages non plus, c'est pas un énorme pavé, les textes sont très très courts, mais je vais le lire sur ce texte donc sur les enfants. Et une femme qui portait donc un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme. Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but avec le chemin à l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Voilà, c'était donc le texte sur les enfants de Khalil Gibran, qui est un texte que j'ai mis dans mon bouquin, que j'ai cité à la fin, parce qu'évidemment ça s'appelle Soigner ses enfants avec les fleurs de bac. Donc ce soir c'est écouter ses enfants, mais on rejoint le même thème de toute façon. Et il est évident que voilà, parler des enfants c'est chouette, mais ce qui est intéressant c'est vraiment que nous puissions aussi écouter en écho ce que propose l'enfant dans ce qu'il manifeste, et comment nous on raisonne par rapport à ça, alors qu'on soit justement l'arc avec cette flèche qui doit partir très très loin, et cet archer qui est tendu de la joie
voilà, de la joie en fait. Ce qu'on nous propose aussi là avec le texte de Khalil Gibran, c'est d'être dans la joie. Et c'est pas toujours très simple. Au début, c'est facile d'être dans la joie quand on est dans l'attente de cet enfant. Enfin, je dis c'est facile, ça dépend des parents. Hein. Il y a des parents qui deviennent parents et qui ne sont pas forcément dans l'attente d'être parents et qui sont parents malgré, entre guillemets, leur volonté, en tout cas leur volonté consciente, on va dire, de leur psyché avec ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis, leur âme aussi est certainement en écho avec cet accord aussi d'accueillir cette âme, ce bébé qui va arriver. Et donc, cette joie, des fois, elle n'est pas toujours aussi facile à expérimenter, à exprimer. Et puis, évidemment, il y a des personnes qui attendent depuis très longtemps aussi d'être parents. Et donc, forcément, d'être dans l'accueil de cet enfant, évidemment, ça fait écho à une joie évidemment profonde et donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'accueillir cette joie quand on est dans cette attente-là. Alors, dans cette joie, justement, qu'est-ce qu'on attend, en fait, de nos enfants et qu'est-ce qu'on attend aussi de cette écoute qu'on a de cette grossesse, de cet enfant qui arrive. Et voilà, cette joie, elle est simple à écouter quand tout se passe bien, évidemment. Et puis l'enfant se développe, l'enfant naît, et puis il a des attentes. Et lui aussi, il a sa personnalité. Encore une fois, il est individué de nous, en fait. Hein. Nous avons la capacité de créer ces enfants avec le spermatozoïde et l'ovule, évidemment. Mais cette âme, elle s'incarne dans ce corps qui lui appartient et tout est déjà construit, en fait. Tout est déjà là avec ce plan d'incarnation qui est déjà attendu, déjà créé, déjà impulsé. Alors, d'où chacun ses croyances, hein. En tout cas, ça a été pareil pour nous, hein, puisque là, on parle des enfants, donc on peut considérer que nous, nous sommes les parents et que nous attendons nos enfants. Mais nous aussi, nous avons été des enfants et nous aussi, nous avons choisi nos parents et nous nous sommes incarnés dans des ventres et nous sommes nés aussi dans des familles et nous avons aussi évolué voilà, dans des contextes que nous avons aussi choisis pour grandir, pour évoluer, pour faire grandir notre âme et faire notre chemin et voilà, et voler de nos propres ailes puisqu'on est là à l'instant où nous sommes tous ensemble là à regarder cette vidéo ou en tout cas voilà, être présents. Et donc, je sais pas si vous avez des commentaires, des choses à dire au sujet de ce que je viens de dire. Hein. Je suis preneuse, hein. Je suis pas toute seule, comme ça c'est plus cool aussi. Et oui, je disais que c'est plus facile d'attendre quand tout est dans la joie, parce qu'au début, quand on est avec nos enfants, eh bien, cette écoute, elle est simple. En fait, elle est simple parce qu'il y a des besoins de l'enfant qui sont des besoins primaires, en fait. Hein. Il nous demande juste d'être présent aussi pour les nourrir, pour être bonsoir Nathalie, pour être en sécurité aussi, tout simplement. Hein. Voilà, donc on va forcément arriver à écouter les besoins de nos enfants, les nourrir, les choyer, voilà, changer les couches, les laver, enfin voilà, tout ce qui va faire et puis les aider à évoluer évidemment. Et puis très vite, ils vont s'autonomiser en fait, hein, et les besoins même tout petits en fait, hein. Bonsoir. Très petits, en fait, ils manifestent aussi leur propre personnalité, leur propre caractère, leur propre différence aussi. Enfin, je dis différence les uns avec les autres si on a plusieurs enfants, hein, parce qu'au début, quand on est jeune parent, on n'a pas de référentiel. Alors, on peut avoir des référentiels parce qu'on a eu des frères et sœurs, parce qu'on a eu des copines, des copains qui ont eu des enfants. On sait ce que c'est que des enfants, mais on sait ce que c'est que des enfants de loin, en fait. Quand ce sont les nôtres, on a des actions forcément différentes et on a des attentes différentes. Et puis les craintes aussi qui arrivent de façon différente, évidemment. Et donc, voilà, écouter nos enfants, c'est aussi être à l'écoute aussi de leur trait de personnalité déjà très tôt et de voir comment se manifeste déjà très tôt aussi leur singularité, on va dire. Je sais pas si vous avez des enfants, si vous en avez eu plusieurs, si vous avez eu la possibilité, alors c'est toujours difficile, on va pas comparer les enfants. Bonsoir Corinne. Mais
c'est très instructif d'être à l'écoute justement de ces enfants qui viennent voilà, dans nos vies et qui viennent s'incarner, qui viennent expérimenter à nos côtés. Moi, j'ai toujours été dans la gratitude aussi de ces êtres qui nous ont choisis en fait, en tant que parents pour être à nos côtés. C'est un cadeau inouï. Alors, je sais qu'il y aura peut-être des personnes aussi qui attendent aussi des enfants et qui pourront regarder ces vidéos et qui pourraient dire bon ben voilà, moi j'ai pas eu cette chance-là, et encore une fois c'est vrai que c'est un cadeau et que c'est une chance et qu'en même temps c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pas qu'une question de volonté, la parentalité, le fait d'être parent et d'incarner ce rôle. C'est encore une fois à mon sens, mais bon, ça c'est mes croyances aussi et ce que je peux travailler aussi dans la thérapie de la vie intra-utérine, c'est ce choix aussi d'incarnation que nous, en tant qu'adultes, on a fait aussi, enfin en tant qu'adulte, quand on s'est incarné aussi, on savait aussi qu'on n'aurait peut-être pas la possibilité d'être parent. Donc j'ai déjà évoqué ça dans des vidéos. On s'incarne avec des choix aussi de vie, et donc on apprend aussi à être parent à travers les autres et pas forcément avec des enfants que l'on va enfanter et qu'on va mettre au monde. On peut aussi adopter des enfants, mais aussi symboliquement on peut aussi adopter des enfants qui ne sont pas en âge d'être des enfants et avec lesquels on sera soit paternant soit maternant. Des neveux et des nièces, pas eu d'enfants. Ben voilà. Donc il y a aussi des adultes qui nous écoutent et qui n'ont pas eu cette possibilité d'avoir des enfants et qui n'est pas forcément vécu non plus comme une tristesse ou comme un drame ou comme un échec. Alors c'est encore une fois, ça se travaille aussi ça en thérapie sur ce deuil aussi, si tant est qu'il fasse le faire, parce que c'est pas toujours le cas. Tout le monde n'est pas en désir de paternité ou de maternité. Mais évidemment, quand ça se produit et que ça pose un souci d'évolution, parce que justement, on est peut-être bloqué aussi dans sa façon d'évoluer dans la vie, parce qu'on est dans l'arrêt de ce que l'on pense être comme une issue, d'être parent, et de ne pas pouvoir l'être. Et du coup, ça bloque aussi des processus de créativité et d'évolution de notre vie et de notre âme. Mais en même temps, on passe aussi par là, et c'est comme ça, c'est notre chemin d'évolution. On a tous nos faiblesses et nos failles qui fait qu'à un moment donné, c'est là-dessus qu'on travaille et pas sur autre chose. Donc voilà, et on travaille tous sur nous pour évoluer et se sentir évidemment au mieux que nous avons à vivre avec les événements que nous traversons et qui sont évidemment, on pense de façon très inconsciente, quelque chose qui nous est proposé de vivre comme des fois des drames ou des malheurs et qui sont souvent des cadeaux d'évolution pour que nous puissions faire des pas de géant aussi et lâcher sur nos peurs, nos attentes. Et toutes ces déceptions, entre guillemets, toutes ces embûches, tous ces retards, toutes ces non-possibilités voilà, ça fait aussi partie du processus de notre évolution et c'est comme ça qu'on a aussi décidé d'évoluer et de choisir notre vie. Alors on l'a décidé il y a peut-être très longtemps, juste au moment où on s'est incarné, on l'a oublié et en même temps on vient le vivre ici. Donc voilà, il n'y a pas de règle, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus juger ceci en étant bien ou étant mal, ou étant... c'est comme ça, on n'a pas la lecture de tout ça à cet instant-là, en fait. Des fois, on l'a quand on est dans un état aussi méditatif où on peut aussi avoir des réponses qui nous appartiennent évidemment, mais qui peuvent sembler être des réponses qui sont très justes et très cohérentes aussi, et qui apaisent notre âme et qui justement nous mettent sur le chemin de la joie. On a besoin aussi des fois de retrouver cette joie et cette paix aussi pour pouvoir évoluer. Donc j'ai fait une digression mais qui n'en est pas une, parce que voilà, on parle des enfants, donc forcément si on parle des enfants, on va parler forcément des parents. Et si on parle des parents, on parle de ceux-ci qui ne peuvent pas être parents et donc qui par procuration sont aussi parents eux-mêmes, mais d'une façon qui est différente de la nôtre. Et donc voilà. Très très proche de mes neveux nièces. Mon filleul a été un cadeau et un soleil dans ma vie, toujours proche avec ses 23 ans. Mais écoute, merci Nathalie, parce que c'est ce que je pense fondamentalement, c'est voilà. Et puis quand tu arrives un peu après, mais j'ai relu le texte de Khalil Gibran, nos enfants ne sont pas nos enfants, donc ton neveu c'est aussi ton enfant, et c'est pas forcément l'enfant de ton frère, de ta sœur, voilà.
c'est très compliqué à entendre, parce qu'évidemment, quand on met au monde un enfant, on dit ce sont mes enfants, et je le présente comme mes enfants. J'ai 3 enfants, j'ai 2 enfants, j'ai 5 enfants, ils s'appellent un tel, ce sont mes enfants. Oui, ce sont mes enfants, évidemment, mais non, en fait, évidemment pas, ce sont pas nos enfants. Et il y a des enfants aussi qui se déclarent être l'enfant d'un parent qui n'est pas le sien aussi. On a tous entendu des histoires d'enfants qui ont choisi d'autres parents soit parce que les parents étaient décédés, soit parce que les parents ont été dans l'obligation de les abandonner, soit ont été maltraitants, et donc on s'est, je dis on, je m'inclus aussi dedans, on a aussi choisi des parents des fois par substitution et par procuration, même des parents qui ne sont même pas au courant, hein. Ça peut être aussi des modèles qu'on a eu aussi de parents qui nous ont aussi aidés à grandir et évoluer sur Terre, parce que nos parents ont montré des marques selon nous, hein, de défaillance ou de manquement qui font que voilà, c'est pas parce qu'on est parent qu'on est un exemple nécessairement, au contraire. Enfin, je dis au contraire, voilà, c'est relativiser tout ça, hein, mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de règle absolue, hein. Encore une fois, on peut être parent de plusieurs enfants et nos enfants peuvent ne pas nous reconnaître en tant que parents, c'est-à-dire, voilà, ils ont aussi leur mot à dire, hein, par rapport à ça. Et donc, du coup, pour reparler des attentes des enfants, sur cette facilité qu'on peut avoir aussi, parce que nos enfants sont petits, et d'une certaine façon, quand ils sont petits, on maîtrise un peu la situation, hein. Quand je parlais des besoins primaires de ce petit bébé qui arrive et qui évolue, qui va commencer à marcher, etc. Évidemment, il n'est pas autonome, hein. Il va pas aller trouver un taf pour aller gagner sa vie et payer un loyer, hein. Donc forcément, il est dépendant totalement de ses parents. Et de ce fait, il y a une forme d'attachement aussi qu'on a nous-mêmes à ces enfants-là, et ce qui est normal, hein. Mais en même temps, il y a une forme de gratification aussi en retour, de besoin aussi d'être reconnu aussi dans ce rôle de parent, et dans cette attente aussi qu'on a de ce retour aussi. Et donc c'est très valorisant évidemment dans notre rôle, parce qu'on est un peu indispensable, donc on peut se sentir extrêmement, je disais valorisé, oui, on est évidemment mis sur un piédestal, hein, parce que nos enfants, ils nous regardent un peu comme des... Alors ils nous regardent un peu comme des... J'allais dire quoi, je sais pas ce que je vais dire, mais... Déjà ils nous aiment, quoi qu'il advienne, hein. Ils ont de façon intrinsèque cet amour dont ils sont pétris, et qui font que ce filtre d'amour, il est là, hein. Il n'y a pas de jugement, il y a un amour absolu à l'égard des parents, en tout cas petit, on va dire, hein. Et donc forcément c'est très valorisant aussi pour nous, et donc il y a ce côté évidemment très fusionnel les premières années, et ça c'est très attachant. Et puis il y a beaucoup d'attentes des fois, quelquefois aussi de la part de certaines femmes, certains papas qui ont tellement désiré que ils s'accrochent aussi un peu comme une moule à son rocher à leurs enfants, et donc voilà, c'est chouette. Et puis il y a l'autonomie qui va arriver, hein. Donc l'attente des enfants, des fois l'attente elle est pas à la mesure de notre attente finalement, parce que l'enfant se détache et à un moment donné il va voir ailleurs, hein, tout simplement. Et ça peut se jouer très très tôt finalement, hein, quand les enfants reconnaissent par exemple un grand-parent qui arrive pour, je sais pas moi, pour les garder pour le week-end ou je sais quoi, on peut se sentir nous-mêmes en tant que parents blessés, abandonnés, moins aimés, mal aimés, parce que notre enfant préfère entre guillemets notre mère ou notre belle-mère, parce que le petit enfant a ses choix. Alors c'est pas préférentiel, hein, parce qu'il y a pas je pense pas qu'il y a des degrés. Je pense pas, j'en sais rien. Je suis pas à la place de l'enfant à ce moment-là, mais après tout, il a le droit aussi de choisir et de préférer son grand-parent, ou quel qu'il soit du côté du père ou du côté de la mère, ou si ce sont deux femmes, voilà, des deux côtés, des grands-mères ou des grands-pères. Enfin bon, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Ou si ce sont deux hommes, c'est pareil. Mais en attendant, dans ces moments-là, nous, l'attente des enfants et l'écoute des enfants, là, c'est écouter aussi que cet enfant-là, il va évoluer sans nous, en fait, hein, et que, il sera aussi loin de nous, et qu'il faut aussi accepter cette séparation et cette évolution aussi de cet enfant.
Alors c'est tout petit, bien sûr, on se dit bah, c'est pas très très grave, ça dure que 24 heures, ou il va la garder pendant 5 heures, etc. Mais voilà, quand je parlais d'écoute des enfants, c'est intéressant aussi d'écouter ce que nous, ça nous fait aussi quand les enfants commencent à regarder ailleurs, à aimer ailleurs. Alors, j'ai sorti quelques fleurs, évidemment, vous en doutez. Alors voilà, bon, je parlais des enfants, là on parle des parents, mais c'est vachement important parce que dans l'écoute des enfants, si nous on n'est pas au clair avec ce qui se passe en nous, eh ben c'est compliqué aussi pour eux d'évoluer et ils ont besoin qu'on leur foute la paix finalement. Et s'ils préfèrent effectivement aller voir leur tante ou leur grand-mère ou la voisine d'à côté, ben, des fois ça fait super mal aux parents et ce sont des blessures qui sont des blessures d'ego, évidemment, parce qu'il n'y a pas de comparaison en termes d'amour et cet enfant a besoin aussi d'ouvrir son cœur et d'aller découvrir l'amour au travers d'autres personnes que nous, qui sommes les référents. Donc je pensais à Chicory, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est vraiment cette fleur, bon je l'en parle souvent, hein, mais bon, je ne sais pas qui va écouter cette vidéo, mais Chicory c'est le besoin de reconnaissance. C'est cet amour aussi blessé, dans ce besoin aussi de posséder les autres aussi, hein, de se sentir en mal d'amour parce que l'autre justement va voir ailleurs et on se sent remis en cause, on va dire, hein, dans notre capacité à pouvoir aimer, être aimé à notre juste valeur. Et très tôt, ça peut arriver, ça. Et puis ça peut même aller carrément plus loin avec la jalousie envers la personne qui vient accueillir notre enfant, qui vient la garder ou que notre enfant manifeste de l'amour ou un intérêt. Voilà. Et ça, c'est la fleur Oli, hein, qui peut aussi nous équilibrer dans cette quête d'avoir aussi envie de fermer son cœur parce qu'on se sent agressé, parce que l'autre va va être une forme de compétiteur, si on peut dire comme ça. Voilà, c'est aussi écouter les enfants. Écouter, c'est aussi écouter ce qui se passe en moi. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand mon enfant décide d'aimer quelqu'un d'autre, d'être plus présent à une personne, voilà, de mon entourage. Et écouter les enfants, écouter ce qui se passe en moi dans ces moments-là, les blessures aussi que je ressens. Et essayer aussi d'être en équilibre personnel pour libérer tous ces grains de sable qui vont se mettre finalement dans la relation. Et ça peut être de façon très insidieuse, hein, mais qui peuvent aussi commencer comme ça, de façon très, très maladroite en fait. Après, il y a tous les cas de figure, hein, évidemment. Il y a des gens qui sont très contents que les enfants s'en aillent, hein, et qu'ils soient aimés ailleurs. Donc là, c'est évidemment tout ce qui peut nous blesser, nous faire du mal, hein, quand ça va bien, avec la fleur de bac, évidemment. Et puis voilà, donc c'est toujours plus facile d'être aimé par nos enfants quand ils sont petits, qu'ils ont besoin de nous. Et puis après, ils grandissent. Et quand on parle des enfants, des fois, ils font des choses aussi, ils ont des attitudes aussi qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous interroger sur nos valeurs, sur notre tolérance aussi. Et ça, c'est pas facile non plus d'écouter nos enfants dans ces moments-là, parce que quand ils manifestent des attitudes et qui génèrent des situations qui sont extrêmement déstabilisantes, comment je réagis en fait? Est-ce que je réagis contre eux? Est-ce que j'essaie d'avoir une posture et de me mettre dans une posture justement d'écoute et d'accueil aussi de ce que l'enfant me propose? Si l'enfant commence à voler quelque chose chez un copain et qu'il ramène un jouet, je ne sais quoi, et qu'il ramène chez nous alors que cet objet n'a rien à faire chez nous et on ne l'a jamais vu, et qu'on surprend notre enfant avec ce jouet-là dans sa chambre alors qu'on ne l'a pas acheté, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis moi? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Comment je réagis? Comment je surréagis? Est-ce que je suis à l'écoute de mon enfant là dans ces moments-là? Est-ce que je suis pas plus à mon écoute moi personnelle sur l'image que je renvoie de cette famille à qui ce jouet a été substitué, ou de cet enfant à qui on a pris ce jouet, ou
Est-ce que je rentre dans une colère? Est-ce que je vais châtier mon enfant? Est-ce que je vais le punir? Est-ce que je vais être à son écoute? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et on parle d'attitude et de positivité et d'écoute bienveillante et comment dire, d'éducation bienveillante, etc., positive. Alors c'est positif quand c'est très virtuel et qu'on se raconte des histoires, mais dans la vraie vie, quand il se passe des événements comme ça, comment on réagit en fait? Et ça peut être extrêmement déstabilisant et très chahutant. Et dans ces moments-là, il n'y a pas d'écoute en fait. On est dans une écoute, nous, personnelle, de ce filtre de ce que nous vivons intérieurement, plus que ce que vit l'enfant et de ce qui s'est produit en fait pour lui. Donc, il peut y avoir les mêmes situations quand les enfants ont a priori des échecs scolaires ou des difficultés scolaires. Alors on va dire oui, bah, si je suis allée voir un orthophoniste, j'ai fait des consultations, etc. Donc je l'ai écouté. Mais des fois, il y a une écoute qui n'est pas simplement de domaine. Alors, pas simplement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Je ne suis pas du tout en train de donner de leçons. De toute façon, on fait ce qu'on peut avec les éléments qui arrivent aussi hein, dans nos vies avec nos enfants. Mais c'est pas un long fleuve tranquille d'être parent. Hein. Il suffit pas, entre guillemets, de se dire, oh, bah, youp, la boum. Mais c'est vrai qu'on a des projections, des fois, des attentes quand on veut être parent. Une espèce de monde idyllique et de joie. Et tant mieux. Je veux dire, il faut aussi, des fois, avoir ce filtre de rêverie hein, pour pouvoir accueillir voilà, ce qui est de toute façon. Et on n'est paré à rien, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que voilà, on est parents, on est oncle, on est tante, on est grands-parents, bah on fait avec en fait. Hein. Écouter les enfants, c'est pas que quand on est parent, évidemment. Quand on est grands-parents, c'est la même chose. Quand on est oncle et tante, c'est la même chose. Quand on est enseignant, c'est la même chose. Écouter les enfants, c'est écouter aussi leur âme. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là en fait? Et à un moment donné, bah, peut-être se connecter aussi à la nôtre et en concordance aussi avec la leur. Qu'est-ce que cet enfant-là est en train de me dire? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Et quelle est la douleur qui se manifeste aussi chez moi quand je vis cette expérience? Moi, ça m'est arrivé de vivre des événements avec mes enfants qui ont été extrêmement bouleversants. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Parce qu'on n'est jamais préparé à ça. Puisque c'est encore une fois, nos enfants, ils sont là comme des effets miroirs. Bah, vous allez me dire comme les compagnons, les compagnes, comme toutes les personnes qu'on croise sur notre route. Hein. Mais sauf que nos enfants, on a quand même un rapport aussi de proximité. Et puis on est responsable d'eux hein, jusqu'à leurs 18 ans. Ils sont majeurs à 18 ans, donc alors à moins qu'on ait envie évidemment de passer à l'acte et de les émanciper avant, mais bon c'est quand même assez rare, ou alors que ce soit eux qui le demandent. Mais on est responsable de nos enfants, donc forcément on a un lien qui est légal aussi, hein, c'est pas simplement affectif. Hein. Et voilà, c'est important aussi de rappeler la loi, les faits. On est responsable de nos enfants. Et dans ces moments-là, bah, effectivement, voilà, moi j'ai été très chahutée aussi par moments dans ma vie de mère, à des moments où, bah, encore une fois, on n'a pas toujours les codes, on n'a pas les clés, on n'a pas les... C'est comme si on donnait un guide dès le départ, mais c'est pas possible. On peut donner un guide au début sur l'allaitement, la grossesse, l'accouchement, les premiers mois, les premières années, etc. Mais après, sur les ados... Ça part en cacahuète, hein, mais même avant, ça peut partir avant. Il y a les pré-ados, maintenant ils sont pré-ados super tôt, hein, ils sont plus pré-ados du tout à 10-12 ans, c'est terminé ça. Il y en a qui commencent leur préadolescence à 8 ans, 10 ans. C'est pas toujours simple non plus à gérer en tant qu'adultes. Puis des fois, on peut se poser aussi la question de savoir si nous-mêmes nous sommes vraiment des adultes aussi face à eux. Hein. Donc, écouter les enfants, c'est écouter aussi, est-ce que moi je suis en capacité aussi de gérer des situations en tant qu'adulte et non pas en tant qu'enfant avec un enfant ou en tant qu'ado avec un ado. Et parce que là, quand on relit le texte de Khalil Gibran, quand il parle de cet archer, de cet arc et de cette flèche, j'aime bien la dernière phrase, je vais la retrouver, mais quand il dit que voilà, non, là je sais pas du tout ça, je ne suis pas à la bonne page, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Le mot, et je le trouve très joli, il parle donc... Est-ce que j'ai retrouvé cette phrase, oui ou non?
Oui, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Et la stabilité, c'est aussi notre rôle d'adulte d'être stable. Alors stable dans le sens fort, d'être aussi costaud et d'être adulte. Et cette stabilité, c'est aussi ce que cherchent des fois nos enfants. Hein. C'est-à-dire d'être ce roc sur lequel aussi on peut s'appuyer dans les moments de fragilité, de faiblesse, de test, d'expérience, d'expérimentation. Si c'est l'affolement tout le temps et qu'on est tout le temps dans la peur pour nos enfants, donc là je vous montre la fleurette chestnut, eh bien l'enfant il part en cacahuète. Hein. Cette stabilité, elle est vraiment nécessaire. Hein. C'est fondateur en fait chez l'enfant dans tous les moments de vie. Et c'est vraiment, quand j'ai dit que c'était un cadeau pour nous, c'est un cadeau d'avoir ces enfants qui nous mettent à mal, qui nous chahutent, qui nous challenge, qui bousculent tous nos a priori, toutes nos conceptions, parce qu'en fait c'est un peu ça quand même l'idée d'évoluer avec nos enfants. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai faite avec les miens, c'est-à-dire de ne pas être la même qu'il y a 30 ans, en fait, puisque mon fils va avoir 30 ans au mois d'octobre, même si je compte les 9 mois nécessaires, on va dire 31 ans, alors que j'ai pas... il est né avant 9 mois de gestation, mais vous voyez, j'ai encore que je ne suis pas la même, parce que sinon, ce serait un cauchemar, en fait. Non pas que j'étais un cauchemar, moi, à 29 ans, mais bon, je veux dire, ce qui est génial, c'est l'évolution. Et donc les enfants, ils sont là vraiment aussi, à mon sens. Hein. En tout cas, moi, c'est encore une fois, je parle de moi là, mais je pense que c'est un cadeau pour pouvoir. Voilà, je parlais citer Nathalie tout à l'heure qui parlait de son neveu, mais j'imagine que pour elle c'est pareil aussi. C'est-à-dire que même si elle n'a pas été maman, cette fonction qu'elle a endossée. Vis-à-vis de son neveu, bah, c'est aussi une évolution, c'est l'évolution de ce que propose l'enfant qui arrive avec sa conception, sa façon d'être, son tempérament, sa gestion de la relation, son côté peut-être fermé, son côté hyper impatient, son côté buté, son côté rêveur, son côté artiste, son côté très cartésien, son côté très scientifique. Tout ça, des fois, ça chamboule aussi. Il n'y a pas que, entre guillemets, les expériences de vie un peu tumultueuses qui nous font grandir. Tout est source d'évolution chez un enfant qui arrive dans une famille, en fait. Hein. Et donc cette écoute-là, c'est aussi écouter ce que l'autre me propose qui est différent de moi. Parce qu'encore une fois, nos enfants ne sont pas nos enfants. Et c'est pas... des fois, on voit, vous avez des gens qui vont faire des posts de photos d'eux-mêmes, ou même même s'ils postent pas des photos, coucou Nancy, qui vont dire ah, c'est un mini-moi. Mais non, c'est pas un mini-moi, un enfant. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas nous en tout petit. Nous en tout petit, c'est nous quand on était petit. C'est autre chose. Mais c'est pas des mini-moi. C'est un leurre total, c'est des projections d'ego qui font qu'on a envie de se projeter dans nos enfants comme si nous étions à chérir de ces petits-enfants. Mais on peut se chérir tout seul, nos petits-enfants intérieurs, mais nos enfants ne sont pas nos mini-moi, c'est pas vrai du tout. Alors c'est très valorisant, bien sûr, de voir des petites bouilles qui ressemblent beaucoup au papa, un petit peu à la maman, ou à la tante, à l'oncle, au grand-père, etc. Et donc, c'est de l'ego, ça, de se dire que ça nous appartient et donc, c'est un peu nous et ça nous satisfait notre orgueil. Mais puis, quand ils nous emmerdent, les enfants, c'est plus du tout nos bouilles et c'est plus du tout des mini-nous. Hein. Donc, vous voyez que ça tient pas beaucoup la route, cette histoire-là. Donc, et bien sûr que quand ils sont petits, on est très, très, très dans l'ego. On est dans cet effet de miroir qui valorise vachement notre satisfaction personnelle de voir que ils font des choses bien, etc., etc. Mais même quand ils sont adultes, hein, on se reflète encore une fois beaucoup nous dans nos projections aussi par rapport à ce que les enfants reflètent. Enfin, je dis nous, certains parents, hein, pas tout le monde. Et puis des fois, on peut aussi regarder l'être comme un être à part entière et qui n'est pas le reflet de notre ego et de notre satisfaction personnelle pour flatter justement une partie de notre orgueil en disant bah voilà, ça flatte mon ego parce que il fait bien sa tour de Capla ou qu'il a ramené, je sais pas, un 18 sur 20 ou qu'il a été brillant dans telle et telle condition de sport, etc. Et aimer nos enfants et les écouter, c'est aussi dans les moments où ils vont pas bien.
Et c'est pas que quand dans les moments où ils brillent et qui sont agréables, parce qu'il y a des moments, la vie c'est pas faite comme ça finalement. Les enfants ils nous challengent et ils arrivent aussi avec leurs problématiques, leurs besoins et, et ça peut aussi évidemment nous inquiéter et nous angoisser terriblement de se dire qu'on est responsable aussi de beaucoup de leurs troubles et des fois pas du tout en fait. Et nous on a le sentiment que tout est de notre faute et qu'on est comment dire, la source et la provocation aussi de leurs troubles. Bien sûr, on connaît la psychanalyse et on dit, bon, voilà, sans reparler de comment il s'appelle, de Woody Allen, hein, qui a beaucoup parlé de sa mère, on a quand même beaucoup mis sur le dos des mamans, hein, ce qui n'est pas toujours très simple à vivre. Et moi qui suis une femme divorcée et qui ai eu 2 papas pour 3 enfants, j'ai beaucoup entendu de discours extrêmement culpabilisants, culpabilisateurs, parce que encore des fois des projections aussi les uns sur les autres pour juger en fait. Là c'est le jugement, c'est bitch, hein. Foutons-nous la paix en fait, hein. On n'est pas là pour juger qui que ce soit finalement, on n'est pas mieux ni moins bien que les autres. Et je parle de ça, puis je connais des familles aussi qui sont des familles bourgeoises avec des super métiers du type avocat et femmes ceci, etc. et qui ont des enfants qui ont fait des conneries, qui ont fait de la tôle. Et vous voyez, il n'y a pas les enfants divorcés, donc forcément ça partira en couille entre guillemets. Et puis les enfants qui sont bien lotis avec des parents parfaits qui ne se séparent pas et qui iront très bien. Vous voyez, ça c'est des jugements en fait qu'on pose les uns sur les autres, hein. Et l'écoute de nos enfants, c'est aussi être à l'écoute de ce qu'ils proposent, quelles que soient nos sociétés, quels que soient nos métiers, quelles que soient nos façons d'être et de vivre en fait. Et évidemment, je parlais de culpabilité, c'est Pine, hein, c'est la fleur qui nous fait penser que tout ce qui arrive à nos enfants, et dans cette écoute-là, des fois qu'on a extrêmement bienveillante, évidemment. Encore une fois, je parlais tout à l'heure voilà, de prendre soin de nos enfants, du type aller voir un orthophoniste, voilà, ça peut être de la n'importe quoi, un ostéopathe, enfin ce que vous voulez, de l'orthodontie, n'importe quoi, tout, un pédopsychiatre, ce que vous voulez. Parce qu'on bien sûr, on a besoin d'aide et on a besoin d'être dans cette écoute de nos enfants aussi, dans leur corps et pas simplement dans leur psyché. Et puis des fois, même quand on écoute notre âme et qu'on se branche avec la leur, on se sent quand même coupable en disant, voilà, moi j'ai fait ci, donc ça inclut et ça a généré tel type de situation. Et oui, des fois, on est responsable aussi de certaines attitudes de nos enfants. Il faut quand même le reconnaître. Mais est-ce qu'on est nécessairement coupable dans le sens condamnable ? C'est toujours à remettre aussi, évidemment, avec beaucoup de... je ne sais pas si ça dit précocité, mais d'être précautionneux, on va dire. Parce qu'on fait des fois beaucoup d'erreurs quand on est parent. Voilà. On apprend aussi à apprendre. Tout comme nos enfants apprennent aussi de nous. Ils apprennent aussi beaucoup de nos erreurs et nous observent beaucoup. Eux aussi sont beaucoup à notre écoute. Et il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas envie de prendre de nous parce que justement, on n'est pas des exemples pour eux. Et alors, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, pour ma part, mes enfants m'ont souvent remis, en place, j'allais dire, sans pincette par moment, avec beaucoup d'aplomb. Et je les en remercie parce que cette écoute-là aussi était nécessaire de ma part pour pouvoir grandir et évoluer et comprendre à quel point certains de ce qui avait pu se produire, j'ai plus d'exemples en mémoire, mais peu importe. Ça nous est tous arrivé d'avoir été confrontés à nos enfants, petits ou grands, hein, peu importe. Parce que quand je parle d'écouter les enfants, alors bien sûr on va jusqu'aux 18 ans, mais voilà, après ça peut aller au-delà. Mais même tout petits, ils peuvent nous sécher, entre guillemets, en nous faisant des réflexions qui nous déstabilisent et qui nous remettent en place, encore une fois, avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de sagesse aussi, parce que c'est fait spontanément, des fois c'est fait avec beaucoup d'amour aussi. Et c'est pas très confortable quelquefois, mais parce que ça touche notre ego en fait. Mais si on est vraiment dans l'accueil de ce qui se passe à cet instant-là, c'est pour nous une occasion d'évoluer, de grandir et de se transformer.
Et puis des fois, c'est pas juste non plus. Et donc du coup, c'est un moyen de discussion. Et puis des fois, c'est très juste. Parce que des fois, on dit que c'est pas juste parce qu'on est dans la comparaison avec les autres enfants que nous avons, en considérant que ça, etc., parce que ça, etc. Mais non. En fait, chaque enfant nous propose d'évoluer à sa façon et qu'on est le reflet de cette parentalité-là avec cet enfant-là. Et ce qui est juste pour cet enfant-là n'est pas forcément pour l'autre, en fait. On a toujours des attitudes qui sont des fois un peu mouvantes et un peu changeantes, même si on a l'éducation de façon générale et globale similaire pour la fratrie, mais malgré tout, chacun des enfants apporte quand même son lot de ce qu'il a aussi, lui, besoin d'évoluer et grandir à nos côtés, et que nous, pareil, on a besoin aussi d'évoluer et grandir à ses côtés. Moi, j'ai toujours pensé que j'éduquais mes enfants, mais c'est eux qui me faisaient évoluer. Et donc, l'éducation, j'ai souvent été aussi éduquée par mes propres enfants. Et non pas que je me sois mise dans une posture d'enfant moi-même, ou de demandeuse en disant « Est-ce que tu crois que c'est bien que je t'éduque comme ça ?» Jamais de la vie, ça s'est produit. Et ça, c'est râteau, quand on doute de soi. Voilà, on va demander l'avis des autres et on va consolider ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on fait auprès des autres pour être sûr que c'est bien. Bah non, moi j'ai jamais eu besoin j'ai toujours été maman avec certitude en fait. Les doutes, ils sont immiscés quand justement ils me reflétaient cette culpabilité-là. En tout cas, c'était pas leur velléité, mais moi, c'était ma corde sensible aussi de me sentir responsable de beaucoup de choses, finalement. Mais c'est des doutes a posteriori, mais jamais sur l'instant, en fait. Parce que je pense que même si on n'a pas les outils, en tout cas, si on n'a pas les outils de décodage avec comment il faut être avec nos enfants, puisque nous évoluons avec eux tout le temps, en fait. Et puis, pas que nous, il y a la vie. Vous voyez bien ce qui s'est passé ces dernières années avec le Covid. Il n'y a pas eu que les enfants et les parents, il y a eu aussi le contexte sanitaire qui a fait que les relations ont évolué parce que le contexte a évolué aussi. Donc des fois, il faut prendre le contexte. Quand il y a une séparation, quand il y a des déménagements, quand il y a des chahuts au sein du couple, c'est pas que la relation du parent à l'enfant et l'enfant au parent. Il y a aussi le contexte social, environnemental, qui fait que la relation elle évolue aussi, tout simplement. Et ça, c'est une écoute qui n'est pas toujours simple non plus à mettre en place, mais qui est nécessaire. Et en même temps, moi je me souviens quand j'ai annoncé à mes enfants que je déménageais pour aller vivre dans une autre région. Donc je suis partie de Bretagne pour aller donc dans la région des Alpes de Haute-Provence, donc à Nice. Eh bien, ça a été un drame pour beaucoup de mes enfants. Et j'étais à leur écoute et en même temps, il fallait quand même que je fasse. J'avais pas le choix. J'avais trouvé un job et c'était comme ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je suis à l'écoute de mes enfants et donc, du coup, je déménage pas et je fais pas mon job parce que mes enfants ne veulent pas. C'était pas possible, en fait, vous voyez. Donc, être à l'écoute de ses enfants, il y a être à l'écoute, il y a l'écoute des besoins de l'enfant et puis il y a aussi le besoin aussi qu'on a à expérimenter. Et puis, cette écoute-là, en fait, elle a évolué parce que finalement, les enfants évoluent aussi en fonction de ce qui se passe et comprennent aussi que ça fait partie de leur chemin d'évolution. Et cette écoute, elle est dans les deux sens finalement. Et on a tous eu l'expérience de nos parents à qui on pouvait faire des reproches, entre guillemets, et avoir des griefs. Et puis, nous avons évolué aussi, nous, en tant qu'enfants, et nous avons compris la relation aux parents ou les choix qu'ils ont faits a posteriori parce que nous avons évolué. Et donc, ce qui était le cas aussi pour le coup pour mes enfants, parce qu'ils ont compris que c'était nécessaire et que ça faisait partie aussi de leur chemin. Et ils ont grandi. Et c'est dans cette écoute-là respectueuse. Et ma fille, du reste, m'avait relu un texte absolument immonde qu'elle avait écrit sur moi suite à ce choix que j'avais fait de quitter cette région de Bretagne. Et du coup, c'était difficile aussi pour eux, évidemment. J'étais à l'écoute d'eux parce que ils étaient séparés de leur père. C'était extrêmement compliqué. Puis pour leur père aussi, c'était extrêmement complexe. Mais ce choix-là c'était un choix de survie aussi pour moi. Donc, il fallait vraiment que je gagne ma vie pour élever mes enfants. Et donc, quitter 1200 km, c'était hyper compliqué. Et donc, elle en a voulu pendant longtemps. Et donc, voilà, un jour, elle m'a relu son carnet. Elle était devenue évidemment une jeune adulte. Et elle s'est pas confondue en excuses, mais
ça a été très, très bienveillant. On l'a lu avec beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, mais en même temps avec beaucoup d'amour aussi, parce que moi, je me revoyais dans cette posture de femme qui était complètement désarmée face à la souffrance aussi de mes enfants, donc dans cette écoute-là, évidemment, mais poussée inéluctablement aussi avec ce chemin de vie qui m'était offert pour pouvoir aussi gagner ma vie et élever mes enfants. Donc il fallait aussi que je fasse ce choix. Et c'était aussi un choix de stabilité, pour reprendre le mot de Gilles Brand, et de confort et de sécurité, et donc d'adulte aussi. Et c'est moi qui tenais les rênes pour le coup. C'était comme ça. Donc tout ça, ça a évolué, ça a grandi, et cette écoute-là aussi, elle s'est faite évidemment du côté de mes enfants qui ont compris ce choix-là, évidemment, qui l'ont compris sur un plan intellectuel, mais sur le plan du cœur, c'était difficile, notamment pour ma fille, parce que ouais, je parle d'elle, parce que mes deux garçons, c'était un peu différent, leur problématique, mais ils avaient chacun les leurs, en fait, hein, et c'était douloureux aussi pour eux, voilà, de quitter la région, c'était difficile de quitter leur père, etc. Et donc voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, et de me remettre dans cette posture donc de cette femme dont je parlais en me regardant moi quelques années en arrière, et de regarder aussi cette jeune ado qui à l'époque, donc elle avait 14 ans, et de revoir aussi cette colère qu'elle avait, et cette non-compréhension, et qui était juste et légitime. C'est pour ça c'est souvent facile d'aimer nos enfants quand ils font pas chier, en fait, et que tout reflète sur notre ego, c'est vraiment cool, quoi. Et puis quand c'est difficile et conflictuel, et ben on a tendance à dire non, en fait, j'ai pas envie, en fait, ça me fait chier. Bah ouais, mais ça fait partie de la vie, et nos enfants souvent ne sont pas d'accord avec nous, en fait, et ils ont raison. Donc voilà, c'est pour nous, c'est vraiment une opportunité vraiment de lâcher sur notre ego, et dans cette écoute d'amour, en fait, et cette écoute de leur âme, et d'aller au-delà des apparences de ce que nous propose cet enfant dans sa manifestation de souffrance, de douleur, d'acharnement. Alors évidemment, j'aborde pas ici le sujet de l'écoute de tous ces enfants qui sont autistes, de tous ces enfants qui ont des problématiques corporelles, physiques, de maladies, mais en même temps, c'est la même chose, parce que il y a une écoute qui se fait d'âme à âme, en fait. Et alors, comment le faire? Soit, voilà, on peut faire aussi en thérapie. Enfin, j'ai thérapie, c'est pas la psychanalyse, hein, mais voilà, moi je fais de la sophroanalyse et je peux faire des séances aussi comme ça. Mais c'est se connecter. Alors, ça peut être en forme. Alors, on parle de méditation, mais ce mot-là est un peu galvaudé, et en même temps, je sais pas trop comment le dire, mais ça peut être un endroit, un espace que l'on se donne, en fait, chez soi. Un moment où on est relié à notre âme. Voilà, donc ça peut être en pleine campagne, assis dans la verdure, ça peut être j'en sais rien, moi, sur un coussin en pleine ville, voilà, où vous voulez. Mais vraiment se connecter à quelque chose qui est bien au-delà des apparences, c'est-à-dire bien au-delà de nos peurs, de nos égos, de nos attentes, qui sont des fois... qui sont des attentes de notre tête, de notre mental, alors souvent pour faire plaisir aussi à l'environnement, ou aux compagnons, ou à la compagne, ou à la société, ou à la famille, ou à l'environnement, etc. Et qui ne sont pas des attentes qui sont justes, en fait. Elles sont justes au moment où on les prend, mais finalement avec du recul, on s'aperçoit souvent qu'on a fait aussi beaucoup d'erreurs, entre guillemets, parce qu'on était dans des attentes qui ne sont pas corrélées à notre âme, en fait, et qui sont plus... des choix de vie par peur que par des choix de notre âme, finalement. Et donc quand on est en connexion avec les âmes de nos enfants, ou des enfants, sans forcément dire nos enfants, eh bien on a des informations qui sont porteuses et qui nous font grandir et évoluer. Parce que ça ne se passe pas à ce niveau-là, c'est pas sur un plan cérébral, intellectuel. C'est évidemment, ça parle du cœur, et ça parle d'une connexion. Alors, c'est difficile à expliquer, parce que je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais parce que si on réfléchit, toutes nos peurs reviennent, et on commence à établir et faire des to-do list de « y a qu'à faucon, ça doit pas, c'est comme ci, c'est comme ça ». Tu dois, je dois, ouais, mais c'est pas, en fait, la réalité de nos vies n'est pas comme ça, en fait.
Elle passe évidemment par là parce que il y a des moments, voilà, il faut aller se doucher, il faut se laver, etc. Mais il y a des moments où il faut déconnecter aussi de tout ça pour pouvoir retrouver cette connexion qui nous nourrit en fait, et ce pourquoi on est vraiment fait et venu faire et initié sur cette terre. Et si on n'a pas cette réponse-là, en tout cas, on peut avoir la réponse de cette écoute avec nos enfants, en tout cas de qu'est-ce que ça me parle moi en fait, à quoi ça fait référence. Est-ce que ça fait référence à mes peurs pour lui, pour elle? Est-ce que ça fait référence à ma culpabilité, à mes peurs de façon générale? Donc là, j'ai pas Mimulus, mais vous la connaissez un peu. Est-ce que ça fait référence aussi à de l'impatience chez moi? C'est ça qui est le plus intéressant en fait. C'est d'évoluer aussi en comprenant que notre enfant aussi est là pour nous challenger en fait. Et il le fait pas de façon volontaire. Et s'il le fait, en tout cas, si nous on le prend comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir chez nous. Pour aller vraiment effeuiller au fur et à mesure, pour libérer toutes ces craintes. Voilà Mimulus. Hein. Parce que souvent, il y a beaucoup de peur, en fait, finalement. Je parlais d'ego, mais l'ego, il est souvent aussi lié à la peur, hein, parce qu'il y a aussi une image qu'on a à respecter de nous-mêmes, ou voilà, on veut être un parent idéal, remarquable, bien vu du monde, etc. Et on s'est tous un peu fourvoyés dans des situations où on se dit que franchement, on s'est mis des coups de pression, des fois complètement inutiles. Et moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Quand mon fils aîné regardait quand il était môme, donc il va avoir 30 ans, je l'ai dit tout à l'heure, il regardait Dragon Ball Z et il y avait plein de parents qui me disaient mais ça va pas, c'est super violent, etc. Parce que moi j'étais très très Marvel et j'adorais lui montrer les super-héros de Marvel. Et ça n'a pas du tout été le cas en fait. Donc foutez la paix aux parents qui font des trucs aussi avec leurs mômes. Et mon fils est quelqu'un d'extrêmement doux, très pacifiste. Et il a regardé Dragon Ball Z qui est effectivement extrêmement très japonais, etc. Mais c'est fou ce qu'on peut entendre les uns des autres tout le temps en fait. Donc j'ai cité tout à l'heure un bitch, mais vraiment stop quoi. En fait stop sur les peurs, sur les peurs que nos enfants ne soient pas conformes, sur leur avenir qui s'ils ne font pas d'études, s'ils n'ont pas le bac, si ceci, si cela. Moi le mien, voilà, je parlais toujours du même. À un moment donné, il a dit j'arrête tout et je vais faire une année de césure et je vais partir en Thaïlande pendant plusieurs mois. Eh bien oui, c'était un oui et ça a été une écoute totale. À un moment où j'aurais pu aussi craindre pour lui, pour son avenir, pour ceci, pour cela. Eh bien non en fait. Et donc il est revenu et après il a décidé de passer les concours des Beaux-Arts et voilà, il a fait ses 5 ans aux Beaux-Arts. Et donc oui, il y a des moments où on peut aussi avoir des attentes sur nos enfants d'une vie conforme ou de diplôme conforme ou de chemin conforme ou de relations conformes aussi avec leurs compagnes, avec leurs copains, avec leurs copines, avec leur choix vestimentaire, de coupe de cheveux et j'en passe. Parce que être à l'écoute de nos enfants, ils nous en font voir entre guillemets de toutes les couleurs, mais ils nous en font pas voir de toutes les couleurs. Ils vivent leur vie en fait, et c'est très difficile des fois pour nous d'accepter que l'autre soit vraiment avec qui il est. Point. Je veux dire, il a pas besoin d'être conforme avec nous et d'être. Alors évidemment, au début, c'est toujours facile, c'est nous qui achetons les vêtements et qui décidons de qui va mettre ceci, qui va mettre cela. Et puis à un moment donné, l'enfant, encore une fois, il grandit, il évolue, il décide de mettre ce qu'il a envie de mettre. Et souvent, des parents viennent me voir en disant mais t'as vu la coupe qu'il a, ou maintenant il veut plus faire ci, etc. Mais comment te dire, mais c'est tant mieux en fait. Et réjouissons-nous qu'il soit pas comme nous en fait, parce que c'est pas des mini-moi encore une fois, c'est vraiment pas le but. Hein. On fait pas des enfants pour nous. Hein. En tout cas, on fait pas. Ils n'arrivent pas pour simplement nous satisfaire. Alors j'essaie de lire là. Virginie, tu dis quoi? Virginie en fleurs, Mimulus. Je dois le reprendre suite à perte brutale qui peut de la mort qui a ressurgi. La peur de la mort. Excuse-moi, j'ai du mal à lire ce soir. Oui. Mimulus, elle parle de tout ça, effectivement. Elle peut avoir la peur de la mort. Ça peut être aussi Aspen par moment. Des fois, on peut avoir des peurs qui sont complètement irraisonnées et qui nous assaillent.
Voilà, elle se peine aussi pour la peur de la mort, des fois, qui est complètement pas consciente, en fait, hein, et Mimulus. Et oui. Alors oui, on parle de la mort, tu vois, moi j'ai accompagné une maman dernièrement qui a perdu son enfant. Compliqué, quoi. Donc voilà, être aussi à l'écoute de son enfant quand il est mort aussi, c'est pas simple. Hein, parce qu'il faut aussi être à l'écoute des enfants qui sont encore vivants, qui sont à nos côtés. Et rester aussi présent pour eux. Et tout en écoutant aussi l'enfant qui est décédé, qui est en lien aussi avec ses parents. Et donc vous voyez que ça, c'est aussi une écoute qui est par-delà notre cerveau et nos pensées frontales et notre cerveau, ce cortex, néocortex qui vient bien là, parce que c'est un dialogue qui se passe vraiment à un autre niveau en fait. Hein. Et donc voilà, j'espère que je vous ai pas perdu ce soir. Coucou Sylvain, on se voit dans pas longtemps. Hein. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez envie de partager. En tout cas, ce livre que j'ai fait sur les enfants, après, il n'y a pas de recette, hein, mais il y a 50 thématiques. Voilà, mon enfant est influençable. Je donne plein de petits conseils pour accompagner aussi les parents sur différentes choses. Alors c'est pareil, mon enfant est influençable, qu'est-ce que ça me fait à moi, hein? Mon enfant est en surpoids. Hein, voilà, très intéressant. Merci Nathalie. Très bon moment. C'est gentil. Merci Corinne. Ma chérie, mes enfants ont un grand sujet. Ouais, un sujet à vie, hein, Nancy. Donc voilà, on est comme ça. La bonne humeur, un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup Virginie, t'es un amour. Oui, je parlais des enfants en surpoids, hein, les enfants qui, vous savez, quand on commence à psychoter dès le départ, voilà, parce qu'on voit notre petit avoir un peu des poignées d'amour, voilà, Red Chestnut, hein, on s'inquiète pour eux, mais des fois, ça nous prend la tête aussi, White Chestnut. Et puis on a parlé de Mimulus, hein, parce qu'on peut avoir des peurs, entre guillemets, de ce que notre enfant va être au monde par rapport à son poids. Pour reprendre l'histoire de mon fils aîné, Paul, je vais pas arrêter de le citer ce soir. Lui, il était prématuré, donc il était en dessous de la courbe. Puis après, je l'ai allaité pendant 9 mois, donc il était au-dessus de la courbe. Mais foutez-nous la paix, putain, c'est pas possible, quoi. Et c'est pas du tout un adulte qui est en surpoids. Je veux dire, chacun vit sa vie. Et puis si un enfant qui devient un adulte doit être en surpoids, qu'est-ce que ça me fait à moi aussi? Et être à l'écoute de ce surpoids, ça fait écho à moi aussi. Donc être à l'écoute de nos enfants, c'est vraiment aussi être dans cette forme de bienveillance aussi par rapport à ce qui résonne aussi en moi. Voilà. Donc évidemment, là, je m'adresse aux enfants. Mon ado, il découvre la sexualité. Il y a mon enfant devient ado. Mon enfant déménage. Mon enfant a une naissance compliquée. Mon enfant a un parent malade. Mon enfant a peur. Mon enfant, quoi d'autre, a des troubles alimentaires. A des parents qui se séparent. Les enfants, des fleurs pour les parents aussi. J'ai fait évidemment un chapitre pour les parents. Donc ce bouquin, je l'ai écrit en 2018. Et écoutez, ils m'ont dit qu'ils se vendaient 10 par mois, ce qui est pas énorme, évidemment. Je suis pas Guillaume Musso ou je sais pas qui, là. Mais en tout cas, je suis quand même contente. Moi, c'est un bouquin qui sort, donc c'est chouette. Mon enfant vit le handicap. Mon enfant vit la famille recomposée. Mon enfant veut faire du sport. Mon enfant se ronge les ongles. Se comporte comme le roi du monde. Mon enfant s'ennuie. Mon enfant refuse de se soigner. Mon enfant pense trop. Il passe un examen, ne veut pas grandir, n'accepte pas la séparation, n'a pas confiance en lui, n'accepte pas l'autorité, n'aime pas l'école, il n'a pas d'amis. Mon enfant ment. Mon enfant fait un burn-out. Très intéressant. Je l'ai dit, vous voyez, il y a 4 ans. Et je donne plein de petits tips aussi avec des liens, des sites internet, des choses comme ça, des petits conseils, puis il y a des témoignages. Et si ça peut aider les parents à comprendre aussi des fois on va pas tout faire avec les fleurs de bac, faut pas se leurrer, mais en tout cas nous accompagner nous émotionnellement avec nos enfants.
Et puis évidemment, moi j'ai eu un très joli compliment d'une femme qui est grand-mère qui m'avait dit qu'en relisant ce bouquin, ça l'avait vachement aidé à recomprendre aussi les fleurs pour elle. Donc vous voyez que c'est son enfant intérieur qui était contente aussi de relire ce bouquin. Mais en tout cas, ça vous donnera peut-être des pistes d'investigation aussi pour comprendre à travers toutes ces fleurs qui sont à chaque fois répétées et redondantes, hein, parce que je le cite plusieurs fois, toujours les mêmes fleurs, mais dans différents contextes. Évidemment, comment agissent les fleurs de Bach aussi, la crème d'urgence, enfin tu vois, je parle de tout ça, de chacune des fleurs, évidemment, au détail, je donne des textes, et ça, voilà, ça va aider évidemment chacun à écouter aussi les enfants avec une écoute qui est une écoute florale, on va dire, mais voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Je vais mettre cette vidéo, là, le nez n'a pas arrêté de me démanger ce soir. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Et puis bah, merci de l'avoir écouté. Mettez-moi des commentaires si vous avez envie. Et puis, si vous avez envie de partager, bah, c'est toujours bien aussi de pouvoir aider ceux que nous aimons à découvrir des moments où on dit qu'on a appris quelque chose, quoi. À bientôt, en tout cas la semaine prochaine, et je serai accompagnée. Bye bye. Et merci d'avoir été là. Oui. Merci Nathalie. Oui, tu parles du carnet des 38 fleurs, hein, c'est ça Nathalie. Merci Nancy, c'est trop mignon. Bye bye.